Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Didier Hameau. Sébastien Corchia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général responsable des gestions actions chez Mescart AM. Et vous êtes bien placé pour parler de la bourse. Ça bouge en ce moment avec ce qui se passe à Chypre. On a eu des petites inquiétudes aussi récemment en Italie. Alors les marchés étaient bien remontés. Là, ça bouge, ça vous inquiète ? Non, pas spécialement parce que ces événements étaient sur le calendrier, aussi bien pour l'Italie, même s'ils ont surpris que Chypre. Pour Chypre, plus particulièrement, on a quand même toutes les raisons de penser que c'est un phénomène qui est très localisé et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des contagions, même si on a pu voir que sur le moment, les bourses d'Europe du Sud ont plus réagi que les bourses d'Europe du Nord. L'Italie reste un problème, mais lorsque l'on voit, suite à la problématique chypriote, la bourse japonaise baisser de plus de 2%, on peut se demander où est la logique des choses, où est le rapport, et ça montre bien que justement parce que les bourses ont beaucoup progressé, elles ont besoin de souffler et tout prétexte est bon pour le faire. Donc ça ne vous inquiète pas, Chypre, qu'il y ait un précédent ? Parce que quand même là, on va taper directement les comptes bancaires des gens. C'est quand même une première, une grande première. C'est une grande première avec aussi une grande particularité, c'est, on le sait, être une place qui ne respecte pas forcément toutes ses obligations en matière de blanchiment et qui accueille des capitaux venus d'Europe de l'Est ou de l'Est de l'Europe ou Grand Est de l'Europe, et que les Allemands, parce que c'est eux avec le FMI, les Allemands ne veulent pas payer pour les Russes notamment qui payaient déjà depuis longtemps pour subventionner cette île. Donc c'est quelque chose de très très particulier et on le voit bien, les marchés s'en inquiètent pas plus que ça. Donc un petit peu un cas à part, on va dire. Absolument. Sur la remontée des marchés, c'est vrai que Wall Street a battu des records. Le Dow Jones était très haut récemment. On n'a pas résolu tous les problèmes. C'est ça le paradoxe là-bas, en particulier le problème budgétaire. Vous en pensez quoi ? Écoutez, c'est assez simple en fait sur les États-Unis. D'abord, il y a des bonnes nouvelles, il faut le reconnaître. Les bonnes nouvelles, c'est l'immobilier américain qui va bien, qui va beaucoup mieux, qui semble être sorti de la crise. Ça, c'est une première chose et elle est importante. Je vous rappelle que la crise des subprimes en 2007, ça venait de l'immobilier. Donc que l'immobilier américain s'améliore, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que malgré toutes les problématiques qu'il y a pu y avoir sur ces fameux fiscal cliff, les potentielles remontées d'impôts aux États-Unis, etc., le consommateur américain continue à consommer. C'est une bonne nouvelle. Après, et surtout, en fait, on comprend que la Réserve fédérale américaine va continuer de déverser ces dollars tant que M. Bernanke est là. Et vous le voyez, depuis maintenant plusieurs années, la corrélation entre la masse de liquidités versée sur les marchés et la hausse de Wall Street, c'est une corrélation de 1. C'est-à-dire que ça va dans le même sens. Et preuve en est, c'est que la seule alerte baissière que nous avons eue ces dernières semaines, c'est lorsqu'on s'est interrogé suite aux minutes de la Fed sur le possible calendrier avancé pour arrêter ce déversement de liquidités. Là, ça a inquiété les investisseurs. Visiblement, il n'en est rien, M. Bernanke l'a dit. Donc, en fait, les États-Unis, ça continuera de monter jusqu'à ce que ça s'arrête, ce fameux quantitative easing. C'est-à-dire on est quand même sous perfusion. On est complètement sous perfusion. Vous pouvez même dire que l'investisseur américain, boursier américain, est intoxiqué aux liquidités. Et donc c'est le sevrage qui posera problème. Et la question du sevrage, c'est plutôt une question fin 2013, début 2014. À Paris, on est loin des records, même si les marchés sont remontés, avec un CAC 40 qui se dirige progressivement vers les 4000. Bon, c'est pas si mal, mais on est quand même très loin des pics qu'on a pu connaître aux belles années. Vous avez pensé quoi des résultats des entreprises qui étaient aussi plutôt honnêtes dans le contexte actuel ? Ils étaient globalement bons. D'ailleurs, on peut le voir sur les grandes valeurs, il n'y a pas eu de sanctions particulières. Dans l'ensemble, les analystes n'avaient pas été trop gourmands dans leurs attentes. Les investisseurs savaient que la fin de l'année 2012 et le début d'année 2013 étaient difficiles, mais difficiles pour les sociétés qui sont très françaises, très européennes. C'est une fois de plus le constat, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous avez une activité plus tournée vers
l'extérieur de l'Europe, et notamment l'Asie, eh bien, vos résultats sont bons. Et quand vous êtes une entreprise très sensible à l'Europe, avec en plus la fiscalité européenne, bah, vous avez plus de mal. Donc, il n'y a pas eu de surprise parce que finalement, c'est dans la continuité des trimestres précédents. Alors on voit quand même une sorte de dichotomie entre des valeurs qui n'arrêtent pas de monter. On a vu Pernod à plus de 100 euros quand même. Et Silor, de très belles valeurs. Et puis d'un autre côté, on rame quand même sur du France Télécom, du Vivendi et pas mal d'autres. Est-ce que ça va se rééquilibrer un jour? Bah, ça va se rééquilibrer quand la croissance européenne sera là ou quand les investisseurs le penseront. C'est-à-dire que tant que vous pensez que le reste du monde hors Europe va pas trop mal, États-Unis, Asie, eh ben vous avez des investisseurs qui veulent des entreprises tournées vers ces marchés-là, qui commencent certes à se payer très cher, mais ils veulent ce type d'entreprise, et d'où les records de valeurs comme Pernod que vous citiez, hein, très tournées vers l'international, mais surtout aussi les valeurs de luxe. Et puis, à l'inverse, tant que c'est difficile en Europe, les investisseurs se disent, mais quels peuvent être les catalystes pour ces valeurs-là? Et donc, cette dichotomie ne peut que se poursuivre. La limite étant que, d'un côté, les valeurs dont personne ne veut commencent à être sérieusement bradées, et c'est là où on commence à voir un certain appétit pour revenir sur les télécoms, sur les utilities, ce qu'on appelle en fait les domestiques européennes, celles qui vivent que sur le marché européen. Et puis, les autres qui se payent très cher et qui, là, pour le coup, ne peuvent avoir aucun accident de parcours sur leurs résultats parce qu'elles seraient sanctionnées. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais pour résumer, tant que ça va pas très bien en Europe et que ça va bien ailleurs, eh bien, les investisseurs veulent aller sur ces valeurs tournées vers l'extérieur. Et vous, en tant que gérant, Sébastien Corchia, vous regardez quand même ces valeurs qui sont pas très chères pour certaines. Vous commencez à les regarder pour avoir un coup d'avance, comme on dit? Sérieusement, oui, c'est un peu l'approche contrariante du Mhm. gérant, c'est de dire qu'à un moment, toute chose a un prix. Aussi bien celles qui sont très chères ne peuvent pas se payer beaucoup plus cher, celles qui sont bradées constituent une opportunité. La seule problématique, c'est combien de temps il faudra que j'attende pour qu'il y ait un sursaut sur ces valeurs délaissées. Beaucoup estimaient que ces valeurs pourraient revenir en ligne de mire pour la deuxième partie de 2013 et donc commencer à faire son marché un peu sur ces valeurs pas chères avec du rendement. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus chez les gérants. D'ailleurs, ces valeurs commencent à se stabiliser, voire pour certaines à rebondir. Vous avez cité France Télécom timidement, je peux vous citer un Veolia et autres. Donc oui, il faut commencer quand même sérieusement à penser à l'arbitrage. Je vends un peu de ces valeurs qui se payent très cher pour acheter un peu de ces valeurs qui sont complètement bradées. Ou Carrefour, peut-être aussi, qui Carrefour est un exemple, est effectivement, en train qu'on de peut suivre. remonter. Alors, on a beaucoup parlé taxation ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation de la taxation des plus-values immobilières. En fait, tout a augmenté. Est-ce qu'en bourse, il y a une conséquence directe sur l'attitude de vos clients? Vous êtes bien placé pour le voir. Est-ce que vous avez vu des réactions assez brutales ou comment ça se passe? Comment il y a une réallocation ou comment ils réagissent? Oui, alors, on le voit notamment pour ceux qui avaient l'habitude d'investir à travers ce qu'on appelle les comptes titres ordinaires, hein, les fameux comptes titres, qui là commencent à être sérieusement délaissés parce que le client qui est taxé dans des proportions très importantes aujourd'hui se demande si ça vaut la peine de prendre du risque. Taxé sur sa plus-value, mais aussi sur ses dividendes, par exemple, ou ses coupons d'obligations. Donc, surtout à un moment où, en plus, il pouvait être intéressant d'y mettre des obligations. C'est de moins en moins intéressant parce que les taux sont bas et la fiscalité est très lourde. Donc, on voit que les investisseurs particuliers se détournent du compte titre ordinaire et se redécouvrent finalement le PEA. C'est une vraie redécouverte, sachant que là, par contre, on peut émettre que certains types d'actions. Et puis, redécouvre l'assurance vie et finalement les fonds communs de placement, parce que bien souvent, sauf situation particulière, bien souvent, lorsque vous êtes en assurance vie, il faut le faire à travers des fonds communs de placement ou bien des mandats de gestion. Mais oui, il y a un basculement du compte titre ordinaire vers l'assurance vie et les PEA. Donc c'est le grand retour des enveloppes fiscales, comme on dit. Exactement, oui. Alors, il y a eu un mouvement de rattrapage. Est-ce que ce mouvement de hausse de la bourse, c'est pas un peu par défaut finalement depuis quelques mois? Et est-ce qu'on s'est pas un petit peu réjoui trop vite? Bah, beaucoup le disent finalement, la bourse monte par défaut, c'est-à-dire je ne peux pas aller sur du monétaire, ça rapporte zéro, voire c'est négatif. Je ne peux plus aller sur de l'obligataire parce que vous prenez une obligation Sanofi à 5 ans, ça vous rapporte 1% par an, pour faire très clair, hein. Les emprunts d'État, on sait que ça, pour certains, ça peut être effrayant, puis de toute façon, ça rapporte pas grand-chose. Donc, il reste les actions qui, elles, offrent
un bon rendement et finalement dans une situation où il y a moins de stress. Donc oui, c'est une hausse un peu par défaut. Maintenant, attention, ça faisait quand même des années que les actions sous-performaient. Donc il y a aussi le côté pas cher des choses, hein, avec un risque qui est finalement abordable. Mais bon, dans ce côté risque par défaut, c'est que, en tout cas investissement par défaut, c'est que on peut avoir tendance à aller un peu trop vite, trop fort à des moments. Et certes, là où beaucoup estimaient, j'en fais partie aussi, que l'année pouvait être positive à hauteur de 10-15% sur le CAC 40, la chose c'est qu'il ne faut pas que ces 10-15% soient faits en 3 mois. Parce que qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça ne sera pas la même chose. Donc les petites consolidations sont de bon augure et sont saines en fait. Alors justement, en tant que gérant, vous conseillez quoi à nos auditeurs? Là, sachant que le choix finalement est assez restreint, puisque c'est vrai que l'argent rapporte plus grand-chose, si on peut dire, les placements sans risque. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu plus de risques, oui, mais pas trop non plus. On va pas faire 100% d'actions. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a les actions effectivement qui quand même offrent un bon risque-rendement. Pour ceux qui voudraient pas être que actions et qui voudraient avoir un petit peu plus de sécurité, le bon mix, ça peut être par exemple les obligations convertibles. Vous savez on les appelle comme ça, mais elles sont convertibles en actions. Donc elles offrent un peu des caractéristiques défensives des taux d'intérêt, des obligations, et donnent un peu le punch des actions. Donc ça peut être un placement alternatif. Et puis on peut aussi diversifier un petit peu géographiquement. On a vu, il n'y a pas que l'Europe, hein, on a vu des places boursières qui ont beaucoup reculé. C'était le cas de la Chine, par exemple, hein, depuis 2-3 ans, alors que dans l'esprit des gens, il y a toujours eu de la croissance en Chine. Oui, mais la bourse se tenait moins bien. Donc la Chine, l'Asie avec le Japon qui a beaucoup redémarré, qui semble enfin sorti d'une problématique de 10 ou 20 ans. Donc une forme de diversification du risque aussi, c'est d'aller le chercher ailleurs, au travers peut-être de l'Asie, au sens large, via des fonds communs de placement. Un petit peu d'or aussi peut-être? Alors l'or, pourquoi pas, simplement, j'y vois juste un petit côté négatif. L'or a monté à un moment où il y avait du risque sur les pays, le risque souverain. Pourquoi? Parce que quelle est la seule monnaie au monde qui n'a aucun risque souverain? C'est l'or. Si le risque souverain disparaît, France, Italie, Irlande, Espagne, Chypre est un cas à part, il n'y a plus de raison d'aller chercher la protection, la fameuse valeur qui n'a pas de risque souverain. Et vous le voyez, hein, depuis cet été où M. Draghi a dit finalement, vous inquiétez pas pour l'euro, l'or n'a cessé de consolider. Donc je suis beaucoup plus timide sur l'or. Je ne vois pas à très très court terme quel peut être son intérêt. Merci Sébastien Corchia, directeur général, responsable des gestions actions chez Mescart AM. Et puis vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr.